Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Classe Mondiale, la chaîne du football mondial. Ça a été un week-end absolument magnifique sur tous les terrains d'Europe. Nous allons faire le débrief dans cette émission sur Classe Mondiale, la chaîne du football mondial. C'est avec vous et c'est tout de suite. En Ligue 1, nous avons assisté à une démonstration de Lens sur son terrain face à Angers. 3-0 avec la possibilité pour Loïs Openda, l'attaquant belge, de briller avec un doublé. Marseille devait réagir sur le terrain de Reims, une équipe très difficile à manœuvrer. C'est ce qu'ils ont fait avec un doublé d'Alexis Sanchez. Mais la sensation a eu lieu au Parc des Princes où le PSG s'est fait bousculer par Rennes, où le PSG a eu beaucoup de difficultés à passer une muraille qui s'appelle Steve Mandanda, l'ancien gardien de l'équipe de l'OM, bien sûr champion du monde, même si c'était le deuxième gardien de l'équipe de France derrière Lloris. En tout cas, ça a été une très belle victoire de Rennes sur le terrain du PSG, avec un Lionel Messi sifflé par son propre public hier. Dès lors, l'écart entre le PSG, leader du championnat, et Marseille, dauphin, se réduit. 7 points séparent les deux équipes. Mais attention, derrière Marseille, il y a Lens qui frappe à la porte. Bien sûr, il y a Monaco qui n'a jamais rien lâché. Bien sûr, il y a Nice qui vient. Ensuite, il faut toujours compter sur Rennes. Ça va être jusqu'au bout. En tout cas, ne serait-ce que pour la deuxième place. Ça va être extrêmement intéressant jusqu'à la fin de la saison. Et peut-être qu'il y aura un peu de suspense pour le titre de champion. En tout cas, force est de constater que le PSG file vers son 11e titre de champion de France, avec un Kylian Mbappé qui a été élu joueur du mois de février. En Espagne, nous avons assisté à deux faits marquants. La victoire de l'Atlético Madrid sur son terrain face à une équipe de Valence qui est complètement moribonde, en difficulté donc, qui risque la descente, et une équipe de l'Atlético Madrid retrouvée, qui est sur 10 matchs sans défaite, avec un Antoine Griezmann excellent, avec un Memphis Depay qui est intégré dans le système du Cholo Simeone, avec sur le côté droit 2 champions du monde, Rodrigo De Paul et Nahuel Molina, qui étaient tous les deux titulaires, une équipe de l'Atlético Madrid qui est complètement cohérente, qui joue un beau football, peut-être même le meilleur football du championnat espagnol à l'heure actuelle. Mais le grand événement, c'était bien sûr le Classico au Camp Nou à Barcelone. L'équipe du Barça avait la possibilité, sans Pedri, de pouvoir creuser l'écart avec le Real de Madrid. Il y avait 9 points d'avance et ce match, c'était quasiment un match à 6 points. Puisque, en réalité, si vous gagnez un match un week-end que votre dauphin a aussi gagné, vous gardez le statu quo. Mais si vous battez ce dauphin lui-même, eh bien, vous faites un bon pas en avant et dès lors, ce match était extrêmement important pour les deux équipes. Pour le Real, dans l'optique de pouvoir peut-être relancer le championnat et le Barça pour mettre un coup au moral du Real de Madrid. Dès lors, nous avons vu deux entraîneurs qui ont essayé de créer des situations de déstabilisation de l'adversaire. On a vu évidemment Xavi qui est revenu avec Araujo sur le côté droit pour combler les poussées, pour fermer l'espace de Vinicius. Vous savez que quand Vinicius prend le dessus sur un joueur, en général, l'équipe du Real gagne. Et donc, depuis que Xavi est arrivé au Barça, puisque là, il est sur 3 victoires de suite et 5 victoires en 6 matchs face au Real, on pense, en tout cas force est de constater qu'il a trouvé des solutions, notamment cette possibilité donc de bloquer Vinicius sur le côté droit et d'empêcher de s'exprimer. En première mi-temps, Vinicius a pris le dessus sur Araujo et ça a été extrêmement difficile pour le Barça, on l'a vu. D'ailleurs, le Real, même si c'était dans un temps fort du Barça, a pu ouvrir le score sur un autogol de Ronald Araujo. Cependant, le Barça a repris le match et
sans certains arrêts de très très grande classe de Thibaut Courtois, le Barça aurait pu terminer la première mi-temps en tête du marquoir. Cependant, ils ont eu la possibilité d'égaliser grâce à Sergi Roberto, qui était l'autre coup de poker de Xavi dans ce match, puisque au lieu de jouer avec Kessié sur le côté droit du milieu de terrain, il a fait le choix de jouer avec un joueur plutôt couteau suisse, un grand lieutenant de Busquets, un protecteur de Busquets qui n'a plus ses jambes de 20 ans. Eh bien, ça a permis à cette équipe du Barça d'avoir plus de solutions de récupération. Et on a vu un Sergio Roberto qui s'est beaucoup projeté pendant le match. Alors, un autre coup de génie donc de Xavi dans ce match, c'est justement d'avoir pu garder Busquets dans ce match pour son expérience, pour sa capacité à orienter le jeu, tout en le cachant derrière le travail de forcing tant de Roberto du côté droit que de Frenkie de Jong sur le côté gauche. Ça a été extrêmement pertinent, ces choix du Barça. On a bien sûr assisté à un match dans le match entre deux des meilleurs attaquants du monde, Robert Lewandowski d'un côté et Karim Benzema, le ballon d'or, de l'autre côté. On a vu justement un comportement opposé de ces deux attaquants. D'un côté, un Karim Benzema qui a trop dézonné, qui a trop décroché pour aller participer au jeu et qui n'a pas représenté justement cette présence dans la surface de réparation du Barça. Évidemment, la charnière centrale de Barcelone, Koundé et Christensen, excellent. Surtout Koundé qui a fait un match extraordinaire avec énormément d'anticipation, avec un sens du placement extraordinaire, malgré une petite erreur à la fin du match qui a failli coûter la victoire justement au Barça. Mais on a vu un Koundé qui se projetait bien, qui est capable, ce joueur-là, de jouer à un très très haut niveau dans l'axe central d'une défense. À côté de lui, un Christensen qui est beaucoup plus sobre, beaucoup moins de fioritures et beaucoup moins d'erreurs. Donc on a vu cette charnière centrale qui fonctionne très bien, qui a bien tenu justement Benzema et les différents attaquants qui y sont rentrés au cours du match. De l'autre côté, du côté du Barça, du côté de Lewandowski, justement, beaucoup trop de présence dans la surface de réparation et pas assez de décrochage pour permettre justement de créer des surnombres en faisant peut-être des 1-2 avec un Rafinha qui a été excellent et de l'autre côté, donc sur le côté gauche, avec un Baldé qui montait pas mal sur son côté gauche. Tout cela va changer en deuxième mi-temps. On va voir un Lewandowski qui va décrocher beaucoup plus. D'ailleurs, c'est sur une action où il est en combinaison avec Baldé qu'ils ont pu créer le surnombre sur le côté de Carvajal et la passe pour Kessié qui sacrifie le Real de Madrid et sans doute qu'il envoie le Barça vers le titre de champion. Donc Kessié, après avoir gagné le titre de champion d'Italie avec le Milan AC l'année passée, cette année, Kessié arrive au Barça et est décisif. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il va rentrer dans l'histoire de cette équipe puisque ce but-là, celui d'hier, qui permet au Barça de gagner 2-1, est un but exceptionnel, un but plein de sang-froid, avec une combinaison, avec un Baldé qui a regardé où était situé Kessié pour lui donner la balle et Kessié a bien placé ce ballon hors de portée de Thibaut Courtois qui faisait un excellent match. Voilà ce qui s'est passé hier. Du coup, le Barça prend 12 points d'avance sur cette équipe du Real qui est sur 2 terrains, peut-être même 3 puisqu'il y a aussi la Coupe du Roi. Donc, ça va être difficile pour le Real de pouvoir combiner ces 3 tournois, ces 3 compétitions et arriver à dépasser le Barça qui est une équipe solide, une équipe qui sait défendre, qui sait souffrir, qui est capable de gagner même lorsqu'elle ne joue pas son meilleur football. Ce n'était pas le cas hier, mais c'était déjà le cas face à Valence la semaine passée. Transition toute trouvée puisque Valence a perdu 3-0 hier face à l'Atlético Madrid et Valence est dans une zone de relégation qui risque de coûter la descente à cette équipe. Nous allons suivre ça de très près. L'Atlético Madrid recevra le Betis Séville après la trêve internationale au Wanda Metropolitano. J'espère pouvoir aller voir ce match avec mon fils, mais en tout cas, ça va déjà décider de cette 3e place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Nous allons suivre ça avec énormément d'intérêt. Donc, Barça premier avec 12 points d'avance sur le Real et l'Atlético qui frappe à la porte du Real pour cette 2e place. À voir absolument, la suite de la Liga va être passionnante malgré ce trou entre le Barça et le Real.
Au Portugal, 2 faits marquants aussi ce week-end. Bien sûr, la victoire écrasante de Benfica, peut-être l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On reviendra sur les quarts de finale de la Ligue des Champions dans une émission ultérieure, mais d'ores et déjà, on peut dire que cette équipe de Benfica est une très grande équipe avec un joueur Mario qui est excellent, l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, mais aussi du championnat portugais, et à côté, un Gonzalo Ramos qui marque but sur but. 6-1, tel est le score de l'équipe de Benfica face à Guimarães, alors que dans le derby entre Braga et Porto, le match s'est terminé par un 0-0. 11 points d'avance de Benfica sur Porto, alors que derrière, Guimarães a 2 points de retard sur l'équipe de Porto. Là aussi, ça va être intéressant de voir ce combat entre Braga et cette équipe de Porto pour la 2e place, puisque Benfica est en train de survoler ce championnat. En Serie A, le Napoli continue de faire régner la terreur. 4-0 sur le terrain du Toro de Torino, une équipe toujours difficile à battre. 4-0, ça veut dire que vous savez que le duo Kvaratskhelia et Osimhen a marqué. Bien vu, puisqu'en fait, Osimhen a mis un doublé et Kvaratskhelia a mis une passe décisive et un but sur penalty. Désormais, l'équipe de Napoli a 19 points d'avance, non pas sur l'Inter qui a perdu hier face à la Juve sur son terrain, mais face à l'équipe de Zaccagni, le buteur de la Lazio de Rome dans le derby romain. Un derby extrêmement disputé, gagné 1-0 par l'équipe de la Lazio et qui a permis donc justement à la Lazio de prendre la 2e place au classement derrière donc le Napoli et à 1 point sur l'Inter de Milan qui n'arrête pas de dégringoler. On pourrait dire peut-être même que ce titre est joué à partir de hier, puisque le Napoli semble irrésistible. Par contre, pour la 2e place, ça va être très compliqué, puisque la Juve revient, Rome est toujours en embuscade, le Milan qui a perdu face à la Udinese n'est pas loin non plus, et l'Inter est toujours dans le combat. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir cette équipe de Naples, sur laquelle on fera une émission en projection donc de la Ligue des Champions, et puis cette équipe de Naples, avec un duo peut-être l'un des meilleurs d'Europe, est peut-être en train de jouer le meilleur football d'Europe. La Bundesliga à présent, peut-être le championnat le plus indécis du continent européen. Hier, le Bayern de Munich, en visite au Bayer Leverkusen, a perdu 2-1, a subi la foudre de Palacios, auteur d'un doublé. D'un autre côté, donc l'équipe de l'Union Berlin, qui venait d'être éliminée par l'Union Saint-Gilloise, est de retour avec une victoire 2-0 face à l'Eintracht Francfort. Mais le fait le plus important était à Dortmund qui a écrasé Cologne 6-1 avec 2 buts de Sébastien Haller et 2 buts de Marco Reus. Cette équipe de Dortmund, toujours menée par un Bellingham extraordinaire, une équipe qui joue peut-être le meilleur football d'Allemagne, est en train de nous régaler malgré la blessure d'Adeyemi qui n'est toujours pas revenu. Mais en tout cas, cette équipe de Dortmund prend la tête du championnat allemand avec 53 points devant le Bayern de Munich, 52 points et le Hertha Berlin, pas le Hertha Berlin, mais l'Union Berlin plutôt, avec 48 points à la 3e place. Ça va être très intéressant puisque le prochain match, après la trêve internationale, ce sera justement le Bayern de Munich face au Borussia Dortmund. Ça va être extraordinaire. Nous allons suivre ça de très près. En Angleterre, il y avait de la Cup, donc Manchester City était engagé en Cup, de même que Manchester United. Dès lors, Arsenal en a profité en gagnant 4-1 face à Crystal Palace pour creuser l'écart à la tête du championnat anglais, avec 8 points d'avance sur Manchester City qui, bien sûr, a un match de retard, et évidemment 19 points d'avance sur Manchester United qui, lui, a 2 matchs de retard. En tout cas, ça va être très intéressant de voir si Arsenal sera en mesure de garder la tête de ce championnat
et donc de détrôner Manchester City. Très intéressante la Première Ligue cette année. Voilà, c'est terminé pour ce tour d'Europe qui était extrêmement passionnant sur tous les terrains. Nous rentrons dans une phase de trêve internationale. Les équipes nationales sont convoquées pour jouer des matchs amicaux et des éliminatoires. À très bientôt sur Classe Mondiale, la chaîne du football mondial. Ciao.